Bonjour à tous, bienvenue dans ce rendez-vous de l'apprentissage. Aujourd'hui, on va parler usinage et pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur le sujet, j'accueille trois invités. Hélène, tu as 25 ans et tu es en BTS CPRP technicienne d'usinage. Bonjour. Emmanuel, tu es coordinateur de pôle usinage. Bonjour. Et enfin Stéphanie, tu es conseillère d'apprentissage. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Et moi c'est Jonathan, je pose les questions aujourd'hui, mais vous aussi pendant toute la durée du live, vous pouvez poser vos questions. On a un conseiller et un formateur du pôle formation qui sont là pour vous répondre à toutes les questions que vous vous posez sur l'usinage, sur l'alternance, toutes les questions qui vous viennent, donc n'hésitez pas. Et n'hésitez pas non plus à partager et à liker ce live pour que vos amis qui sont intéressés par le sujet puissent eux aussi venir poser les questions qu'ils ont à poser et écouter tout ce qu'on va vous permettre d'apprendre sur l'usinage. Donc voilà, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Hélène, toi en tant qu'alternante, est-ce que tu peux déjà tout simplement nous décrire ton métier? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Hélène? Alors moi, je suis technicienne d'usinage depuis 2 ans dans mon entreprise John Crane. Notre entreprise réalise en fait des accouplements et des garnitures mécaniques, donc pour tout ce qui est secteur pétrochimique, nucléaire. On travaille aussi pour le médical. Enfin voilà, vraiment aéronautique. Enfin c'est vraiment très très large. D'accord, quand tu dis accouplement, c'est quoi? Ce sont des pièces en fait qui sont créées dans les usines, c'est ça? En fait, nous, on crée nos pièces donc en usinage. Elles sont aussi montées dans notre entreprise. Et en fait, ces pièces-là sont destinées, je vais prendre l'exemple des plateformes pétrolières. Donc, elles sont vraiment destinées à être tournées vraiment à très, très grande vitesse. Donc, c'est des pièces vraiment très complexes, très, très précises à faire. Donc, voilà. Alors peut-être que du coup pour ceux qui comme moi pensaient qu'un usineur c'était juste quelqu'un qui travaillait dans une usine, je crois qu'on commence à avoir une idée un peu plus large. Du coup on voit que c'est plus que ça. Emmanuel, au sens large, qu'est-ce que ça englobe les métiers de l'usinage? C'est quoi exactement? Alors, les métiers de l'usinage, c'est la fabrication de pièces mécaniques, globalement par enlèvement de matière. C'est-à-dire qu'on va partir d'un bloc de métal, on va appeler un brut, et on va venir le creuser avec des outils qui tournent très vite, ce qu'on appelle des fraises, toutes sortes d'outils comme ça, un peu comme chez le dentiste, un peu comme la fraise du dentiste. On va venir retirer de la matière, donc on travaille le métal, l'acier, l'alu, le laiton, mais aussi certaines matières plastiques qui peuvent s'usiner. Le bois peut s'usiner aussi. Et voilà, donc en fait, on fabrique des pièces mécaniques par enlèvement de matière. C'est le procédé général. Avec 2 grandes familles. Le fraisage, on va partir d'un bloc plutôt cubique, et c'est l'outil qui va se déplacer pour venir retirer la matière. Et le tournage, où on va faire tourner un cylindre, que l'on va venir creuser, pareil, pour lui donner la forme voulue. Donc c'est des métiers de haute précision, hein. On fabrique des pièces avec des tolérances mécaniques qui peuvent aller jusqu'au micron, c'est-à-dire jusqu'au millième de millimètre. Donc c'est des métiers qui demandent beaucoup de précision et beaucoup de technicité aussi. D'accord, si j'ai bien compris, le fraisage, c'est quand c'est la pièce qui bouge autour de l'outil et le tournage, c'est quand c'est l'outil qui bouge autour de la pièce, c'est ça? Alors, le fraisage, la pièce est fixe et c'est l'outil qui va se déplacer pour donner la forme au bloc de métal. Le tournage, ça va être le cylindre qui va tourner et on va venir creuser l'intérieur du métal avec un outil de coupe. Donc ça, c'est la partie vraiment application terrain, mais est-ce qu'il y a aussi des parties en amont, je sais pas, des dessinateurs techniques, des gens qui travaillent de manière plus théorique sur le sujet? Là, ce que vous expliquez, c'est la partie fabrication de la pièce, mais avant de la fabriquer, il va falloir la concevoir, la modéliser en 3D sur des logiciels, programmer les machines aussi, parce que de plus en plus, on fait appel à des machines à commande numérique, c'est-à-dire des machines qui sont pilotées par un ordinateur. Et donc, tout ça, ça va être un travail en amont, c'est-à-dire la conception, la réalisation et la définition des processus d'usinage qui sont très importantes. Fabriquer des pièces, c'est bien, mais il faut les fabriquer en qualité, en quantité, avec un coût de revient qui soit acceptable pour l'entreprise et pour le client. Ok. Bon, alors là, je pense qu'on y voit vraiment plus clair. Juste, encore une fois, n'hésitez pas à partager et à liker la vidéo pour interpeller tous les amis, tous les gens que vous pensez que le sujet peut intéresser et surtout continuer à poser vos questions aux formateurs qui sont là pour ça aujourd'hui. Du coup, maintenant, j'aimerais qu'on réponde aux questions que tout le monde se pose un petit peu sur la formation, les diplômes, l'alternance d'une manière générale. Et pour ça, on va suivre un petit peu ton parcours, Hélène. Quel a été ton parcours et pourquoi tu as choisi l'alternance? Alors moi, j'ai un parcours vraiment atypique parce que je me suis pas lancée dans l'usinage dès le départ. Donc j'ai fait un bac général économique et social. Après, j'ai fait un bac pro technicienne conseil vente en animalerie. Et suite en fait à ce bac, j'ai fait 1 an et demi d'intérim, donc en usine. Et c'est là où, en fin de compte, j'ai commencé à un peu découvrir le métier de l'usinage. Et donc, à la fin de cet intérim, je me suis rendue au salon de l'emploi pour justement voir un peu
ce que je pouvais faire avec, parce que comme je n'avais pas de diplôme, donc voir vraiment ce que je pouvais faire, comment je pouvais m'orienter, etc. Si il fallait des diplômes ou quelque chose. Et du coup, en fait, grâce à ce salon, on m'a orienté vers une formation passerelle à l'UMM et après, ça a déclenché mon bac pro et là, mon BTS. D'accord, donc un parcours un peu sinueux. Stéphanie, en tant que conseillère d'alternance, est-ce qu'il y a une voie royale pour venir au pôle formation, ou est-ce que quand on est comme Hélène et qu'on a fait d'autres choix au départ, on peut toujours arriver à venir en alternance? Donc les deux sont possibles. Normalement, la voie la plus directe, ça serait après une classe de troisième d'intégrer directement un bac pro technicien d'usinage, par exemple. Pour poursuivre par la suite sur des BTS, donc on a différents BTS. Si on veut plutôt travailler en bureau d'études, on va privilégier le BTS CPI, conception de produits industriels. Si on veut travailler plutôt dans les méthodes et rester en atelier, on va plutôt prendre le BTS CPRP, donc comme Hélène, donc conception de process de réalisation de produits. Par la suite, pour les plus motivés, il y a aussi la possibilité de faire une année de spécialisation avec une licence, un bachelor ou un CQPM, et également on peut intégrer une école d'ingénieur. Donc après, en termes de profil, tout le monde ne sait pas ce qu'il veut faire à 14-15 ans. Et donc, on a de plus en plus de jeunes en réorientation parce qu'ils se retrouvent plus dans le domaine général, le domaine scolaire. Et donc, notre rôle aussi, c'est de les accompagner au mieux vers les formations que l'on propose. En termes de pôle formation, donc on a toutes ces formations en alternance et ce sont des formations qui sont plébiscitées par nos jeunes puisqu'ils vont pouvoir travailler directement au sein de l'entreprise à 50% de leur temps avec un tuteur. C'est des formations qui sont financées par l'entreprise, qui sont rémunérées et gratuites. D'accord, donc juste pour appuyer un petit peu plus là-dessus, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui nous regardent et qui, comme tu disais, viennent un peu d'ailleurs et qui se demandent est-ce que moi je peux encore aller en alternance? C'est possible, il n'y a pas donc de parcours classique. Et puis est-ce que ça amène quelque chose justement dans les promos, d'avoir des gens qui viennent d'un peu partout et qui n'ont pas la même expérience, pas le même âge forcément? L'avantage, c'est que chaque parcours va avoir un savoir-être, va avoir des compétences particulières et du coup, chaque jeune va s'enrichir. Nous, c'est vrai qu'en termes de pédagogie, on les fait beaucoup travailler en groupe. Et du coup, le fait de venir de parcours différents, ils vont amener chacun leur pièce, on va dire, à l'édifice. Donc maintenant, là, les gens qui nous regardent savent qu'ils peuvent venir, du coup. Ils se sont inscrits, le mois de septembre est arrivé. Au niveau des cours, au niveau de la formation, au pôle formation, comment ça se passe en classe, en atelier? Vous êtes nombreux, d'ailleurs, est-ce qu'il y a des classes, des ateliers? Explique-nous un petit peu fais-nous un petit peu le portrait de comment ça se passe au pôle formation. Donc oui, on a des ateliers, donc on est à peu près une quinzaine en classe. Donc on a 4 heures d'atelier la semaine, donc où on est justement en demi-effectif pour justement pouvoir vraiment que le formateur puisse venir nous aider, vraiment se concentrer sur nous pour que ce soit plus pratique et plus agréable pour travailler. Et après donc le reste du temps on est en salle. Donc là etc. Donc soit sur des matières techniques, professionnelles, et après on a aussi des matières générales comme culture générale, on a de l'anglais, on a un peu tout ça. Voilà. Toi, Emmanuel, pour que tout le monde situe un petit peu ton métier, c'est aussi vraiment la création de ces plateaux techniques, sélectionner les machines qui vont être dans les ateliers. Du coup, est-ce que tu peux nous faire rêver un petit peu? On a quoi comme machines dans les ateliers? Est-ce que ce sont les mêmes qu'en entreprise? Est-ce que c'est complémentaire? Comment ça se passe à ce niveau-là? Oui, donc les pôles formation attachent une grande importance à avoir un matériel le plus large possible. C'est-à-dire que nos apprentis doivent pouvoir travailler sur du matériel d'ancienne génération, mais aussi sur des machines de nouvelle génération, du matériel dernier cri. Donc on va partir sur des fraises conventionnelles, des tours conventionnels, et jusqu'à des 5 axes avec des commandes numériques au top, pour pouvoir justement former tous nos jeunes. Donc ça, c'est pour la partie fabrication, mais aussi la partie conception en amont, avec des logiciels de modélisation 3D, Top Solid, SolidWorks et compagnie. Voilà. Donc tout ça avec toujours un gros investissement des pôles formation parce que c'est du matériel qui coûte très cher. Un ordre d'idée pour du matériel conventionnel, on est sur quelques dizaines de milliers d'euros. Sur une machine 5 axes, on dépasse les 100 000 euros largement. Voilà. Donc on est toujours, les pôles formation apportent beaucoup d'importance aux investissements pour pouvoir toujours être en phase avec le matériel utilisé dans l'industrie. Qui dit aussi matériel perfectionné, j'imagine qu'il faut aussi des formateurs qualifiés. Du coup, d'où viennent les formateurs qui travaillent au pôle formation? Alors globalement, nos formateurs viennent à la base de l'industrie. Voilà, ce sont des gens qui ont quelques années, voire plusieurs dizaines d'années pour certains, en industrie, et qui ont envie de transmettre leur savoir
à des apprentis pour pouvoir les former au mieux. Le fait qu'ils soient issus d'industrie leur apporte aussi beaucoup de compétences, mais aussi ils savent les attendus de l'entreprise par rapport aux apprentis. D'accord. Donc en fait, quand on est au pôle formation, il y a... En fait, ce sont des professionnels qui parlent avec les professionnels, j'entends les formateurs et les alternants. En fait, il y a moins ce rapport prof-élève qu'il peut y avoir dans d'autres structures. On a un rapport quasiment de collègues, quoi. Enfin, Tout à fait, voilà. On est plus sur le formateur en centre et prendrait plus la place d'un tuteur en entreprise. Voilà. C'est-à-dire qu'il laisse aussi l'autonomie aux apprentis. Ils ont un projet, ils ont une pièce à réaliser, et lui est là pour les accompagner, pour leur apprendre. Et on est plus sur un rapport tuteur-apprenant. Là, tu nous parles de tuteur, donc on commence à parler d'entreprise. Comment, Hélène, comment est-ce que ça se passe? Comment ton temps est-il divisé entre l'entreprise justement et le pôle formation? Alors nous, c'est 50%, enfin 50-50 en fait. C'est vraiment 2 semaines par mois à l'école, 2 semaines par mois en entreprise. Donc ça varie sur certains moments, mais généralement ça se passe comme ça. Donc nous en entreprise, même si on est en apprentissage et on va en formation, on est considéré comme salarié. Donc on a les mêmes, enfin, nos chefs ont les mêmes attentes de nous que de nos collègues, etc. Donc, on est vraiment vu en tant que salarié. Donc, pas de vacances scolaires. On a les 5 semaines de vacances comme un salarié. On est rémunéré comme un salarié. On est soumis aux mêmes règles qu'un salarié. Enfin, on est apprenant, mais avant tout, on est quand même salarié et on représente notre entreprise autant en formation que n'importe quoi. Voilà. Et toi, à choisir sur le 50-50, tu préfères le temps en entreprise ou le temps en... Ça dépend. Ça dépend. Il y a des moments où, oui, plus généralement, oui, je préfère être en entreprise parce que, voilà, j'ai 25 ans, donc, la vie professionnelle, c'est vraiment ce qui m'attire. Mais après, à contrario, c'est vrai que de temps en temps, me retrouver à l'école, c'est un peu plus reposant. On retrouve des horaires normales, plus cadrés. Ça reste quand même plaisant. Et par rapport à ton métier, vraiment, qu'est-ce qui te passionne dans ton métier? Qu'est-ce qui t'attire vraiment? Qu'est-ce qui te nourrit au quotidien dans ce métier? Alors, c'est un métier, en fait, où on est tout le temps sollicité au niveau réflexion, etc. On a une pièce, on a un plan, et après, c'est à nous de dire à la machine, on veut qu'elle fasse ça, l'outil est là, il fasse telle ou telle opération. Donc, ça reste quand même un métier où, on a besoin de se concentrer, on a besoin d'être vraiment très assidu, comme disait Emmanuel tout à l'heure, on a des cotes à respecter, donc ça reste, ça va au centre du centième, du dixième, mais même au micro, donc ça reste vraiment très précis. On travaille sur des pièces très complexes, on travaille pour le nucléaire, pour des secteurs comme la pétrochimie, donc ça reste quand même des milieux où le facteur humain est important, donc on a vraiment pas le droit à l'erreur et ça en tire quand même une certaine satisfaction par rapport à ça. Être une femme dans l'industrie, comment ça se passe? Parce qu'il y a peut-être des filles qui regardent la vidéo là et qui se demandent, ou peut-être, je sais pas, des a priori, ou comment c'est d'être une femme dans l'industrie aujourd'hui? Moi, j'adore. Je m'entends, enfin, mes collègues sont vraiment très agréables avec moi, autant que ce soit mon tuteur que mes autres collègues qui travaillent avec moi, dès qu'ils voient que la pièce va être un petit peu trop lourde pour moi, ils sont toujours derrière moi pour m'aider, ils m'apportent énormément de conseils. Enfin voilà, c'est vraiment, si on doit donner un nom à ça, moi j'ai l'impression que c'est ma petite famille, j'ai mon petit papa de mon entreprise, mon grand frère. Enfin voilà, ça reste vraiment très familial, très très convivial et c'est génial. Et le fait que je sois une fille, ça pose vraiment aucun problème. Au contraire, ils apprécient le fait que je sois là parce qu'une fille justement est plus consciencieuse, plus rigoureuse au niveau organisation, au niveau travail, au niveau de tout ça. Et paf, les mecs, dans la gueule. Et du coup, cette nouvelle famille, tu l'as trouvée comment? Alors au début, donc pour accéder au pôle formation, donc on passe des tests, donc pour voir comment on est. Donc suite à ces tests, on obtient une liste d'entreprises à contacter, et ensuite le pôle formation en fait a organisé un job dating où du coup l'entreprise vient recruter l'apprenant en face à face. D'accord. Stéphanie, là, j'entends parler de job dating. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, c'est quoi? C'est une des armes que vous avez dans votre arsenal pour aider
les jeunes à trouver leur entreprise? Parce que je sais que ça, pour les jeunes qui nous regardent en ce moment, par exemple, c'est souvent peut-être un sujet d'inquiétude. Comment je vais trouver mon entreprise? Aller avec mon petit CV, ma lettre de motivation. Tu peux nous expliquer un petit peu comment vous aidez les jeunes à ce niveau-là? Alors justement, on a plusieurs outils pour cela. Comme le disait Hélène, quand on s'inscrit au pôle formation, en fait, l'objectif pour nous, c'est d'évaluer la motivation des candidats pour intégrer une formation industrielle en alternance. Une fois qu'on a détecté donc des candidats qui le méritent, on va les aider à retravailler leur CV pour les rendre plus attractifs. On leur donne une liste d'entreprises également et on organise chaque année des job dating, donc pour qu'ils puissent rencontrer des recruteurs et échanger directement avec eux. Donc, c'est des événements qui sont très appréciés et par les entreprises et par les jeunes et qui conduisent généralement à plusieurs signatures de contrats. Après, on a également des entreprises partenaires qui nous transmettent directement leurs besoins en compétences avec les profils qu'ils recherchent. Et dans ce cas-là, nous, on fait une présélection des candidats en fonction des profils qu'ils demandent et on transmet directement les CV aux entreprises. D'accord, donc on peut leur dire, les yeux dans les yeux, on va pas vous laisser tout seul, ne vous inquiétez pas. Vous ne serez pas tout seul, on sera là pour vous aider à trouver, à chercher, au moins à chercher. Ok. Alors là, on va poursuivre. Simplement, si vous vous connectez que maintenant, je vous rappelle qu'on parle d'usinage aujourd'hui dans ce rendez-vous de l'apprentissage. Et il ne faut pas hésiter à vous connecter et à poser vos questions sur les métiers, sur les diplômes, les inscriptions, la recherche d'entreprise, l'hébergement, tout. Il y a des formateurs et des conseillers du pôle formation qui sont là pour vous répondre. Donc c'est le moment. Allez-y. Et alors là, maintenant, c'est un petit peu le money time, Hélène. Combien est-ce que tu gagnes? On va parler un petit peu salaire. Alors, moi, donc du coup, je gagne à peu près 1 450 € par mois, net. Donc, voilà. Donc après, c'est un peu différent, oui et non, parce que moi, je suis en 2-8. Donc, en fait, je suis une semaine du matin, une semaine de l'après-midi. Donc, du coup, ça, c'est pareil. Ça rajoute, on va dire, au salaire, une petite prime d'équipe. Donc, voilà. Après, sur des secteurs comme l'usinage, on a pareil, on a des primes d'intéressement, on a des primes, comme je disais, d'équipe aussi. Donc voilà, ça reste vraiment très intéressant, je trouve, au niveau salaire, parce que même si je suis apprenante, je gagne quand même bien ma vie, je trouve. Donc, oui, t'as un vrai salaire, quoi. c'est ça. Du coup, Stéphanie, cette rémunération, c'est quoi? C'est dans la moyenne, c'est dans la fourchette haute? Comment ça se passe? Comment sont déterminés les salaires pour les jeunes de l'alternance? Là, on est plutôt quand même dans la fourchette haute. Comme disait Hélène, elle a un profil atypique, donc ça explique cette rémunération très attractive. Après, il n'y a pas de généralité. Par rapport à la rémunération, on va prendre en compte l'âge du candidat, son parcours et également son entreprise d'accueil. Ce qu'on peut dire, c'est que l'État a fixé un minimum légal qui est de 400 € net par mois pour un jeune en première année de bac pro ou BTS, âgé de moins de 18 ans, et on passe à 775 € net par mois pour un jeune en deuxième année de bac pro ou BTS, âgé entre 18 et 20 ans. D'accord. Et alors, j'aimerais qu'on revienne aussi, Hélène, toi, comment ça a été perçu par ton entourage et par tes amis quand tu es partie en apprentissage au départ? Alors, très bien. Ça s'est très très bien passé. Après, moi, mon père était dans le même milieu, donc on va dire que pareil, ça ajoute une certaine fierté. Mon grand-père, c'est pareil, il vient de l'industrie aussi, il était dessinateur. Donc du coup, voilà, ça rajoute vraiment une fierté pour eux. Après, mes amis m'ont toujours soutenue. Donc voilà. Après, moi, ça a plus été au niveau de mon conjoint de reprendre mes études. On a vraiment eu une longue discussion là-dessus parce que je pouvais pas me permettre de reprendre des études, de pas être rémunérée, etc. Donc c'est pour ça que je me suis tout de suite orientée vers l'alternance et en plus le pôle formation proposait des contrats en alternance. Donc du coup voilà, ça a été un sujet de réflexion, mais qui a été vraiment très très bien perçu par l'intégralité de mon entourage. Ouais, parce qu'en fait, c'est quand même l'intérêt aussi de l'apprentissage de pouvoir reprendre ses études tout en ayant quand même une rémunération. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette coupure au milieu de la vie professionnelle, quoi. C'est ça. Puis c'est pareil, ça me permet quand même, parce que l'école, on va dire que voilà, moi ça faisait 6 ans que j'avais arrêté l'école, donc de me remettre dedans, ça reste quand même aussi pareil, un challenge, de me retrouver avec des jeunes de 20 ans, etc. C'est plus la même mentalité que j'ai là maintenant actuellement. Donc non, ça a été une réflexion, mais après ça s'est très très bien percé. En plus,
perçu, pardon. Mais en plus de ça, je me suis orientée vers un secteur qui recrute. Donc ça reste quand même vraiment très intéressant, quoi. Ça n'a pas été une orientation par dépit, mais ça a vraiment été un choix, une réflexion. Ça a vraiment été. Et alors là, tu parles d'embauche. C'est quoi pour toi la suite? Comment tu vois ton avenir à court terme et puis à plus long terme, si tu peux développer un petit peu? À court terme, donc, après mon BTS, honnêtement, j'aimerais bien rester dans mon entreprise d'accueil, donc Jeanne Crème, parce que voilà, je m'entends bien. J'ai déjà quand même, je me suis bien intégrée à toute l'équipe, donc tout l'atelier, que ce soit les différents secteurs et mes collègues en usinage. Après, on va dire dans 10 ans, je me verrais bien en bureau de méthode, retourner ma petite vie tranquille. Et alors, Emmanuel, là, pour tous ceux qui nous regardent et qui se posent la question de l'après-alternance, là, Hélène parle de rester dans son entreprise. On pense souvent à ça. On a souvent cette image de l'embauche de l'alternant par l'entreprise où il fait son apprentissage. Est-ce que c'est souvent comme ça que ça se passe? Est-ce que c'est pas forcément une obligation? Tu peux nous éclairer un petit peu sur le sujet? Bien souvent, quand les apprentis, comme Hélène, sont bien intégrés, ont été très efficaces en entreprise, l'entreprise, si elle a des possibilités d'embauche, les garde. Voilà. Après, il faut savoir que nos jeunes qui ont fait de l'apprentissage ont une très grande employabilité du fait justement de leur connaissance du monde de l'entreprise, ils connaissent déjà les codes du monde du travail, les codes du salarié. Donc, c'est beaucoup plus facile pour eux de s'intégrer dans une entreprise, d'autant plus quand ils ont déjà fait leur apprentissage pendant 2 voire 4 ans pour certains qui font leur bac pro, leur BTS. Au niveau d'entreprise, il y a toujours des possibilités d'évolution aussi, c'est-à-dire qu'on peut passer d'opérateur de fabrication, de technicien d'usinage, comme le souhaiterait Hélène, à des postes méthode, conception, voire chef d'atelier. Alors, et en termes de filière au sens un peu plus large, est-ce que ça embauche? Est-ce qu'il y a du boulot? Parce que Hélène disait, je suis dans un métier où il y a du travail. Au sens large, est-ce que ça embauche vraiment? Oui, actuellement, ça fait encore partie des métiers qui demandent beaucoup de personnes, notamment. Mais par contre, il faut une formation technique assez poussée. Voilà, minimum bac pro, BTS, voire bachelor ou école d'ingénieur. Et les secteurs vraiment qui vont embaucher, on va bosser dans quel secteur? Tu peux préciser? Alors, au niveau des secteurs de l'usinage, on va trouver un panel d'entreprises qui va de la PME jusqu'à la grosse industrie comme les constructeurs automobiles, avec l'aéronautique, comme je dis, l'automobile, la mécanique générale, le ferroviaire, mais on a aussi le médical, par exemple, les prothèses orthopédiques sont faites en usinage. On va trouver aussi, toujours dans le médical, les prothésistes dentaires. Maintenant, on peut faire des prothèses dentaires en micro-usinage. Voilà, c'est un panel vraiment très large. C'est vrai que c'est large, qu'on peut se retrouver à faire des prothèses, le spatial, il y a un éventail qui est quand même c'est très large. Colossal. Du coup, on arrive au terme de l'émission. J'aimerais qu'on ait un petit mot de conclusion de chacun d'entre vous. Emmanuel, pour continuer avec toi, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui nous regardent? Comment tu leur parlerais de l'apprentissage? Je leur dirais déjà de ne pas hésiter à se renseigner sur les métiers de l'usinage, de se renseigner, de consulter sur des sites internet, tout ça, pour découvrir l'industrie au sens général, mais l'usinage en particulier. Ce sont des métiers qui offrent actuellement encore beaucoup de débouchés, qui proposent aussi des grosses possibilités d'évolution au sein de l'entreprise. Comme vous avez dit tout à l'heure, on peut passer d'un poste de technicien d'usinage vers des postes de chef d'atelier, des postes de technicien méthode. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir vous renseigner sur l'industrie ou à consulter sur le web les différents sites que vous pourrez trouver sur l'industrie, notamment sur les sites des pôles formation, pour vous donner plus d'informations sur les métiers de l'usinage. Et toi, Stéphanie, toi qui es vraiment conseillère en alternance, du coup, les futurs jeunes qui pourraient venir te voir, là, tous ceux qui sont devant leur écran, qu'est-ce que tu as à leur dire sur l'alternance d'une manière globale? Alors, leur parler de notre réseau, puisque l'avantage des pôles formation, c'est qu'on fonctionne en réseau. On a été créé par et pour les entreprises industrielles du territoire. Donc, on a un réseau important d'entreprises. On a une pédagogie innovante et l'accompagnement qu'on fait auprès des jeunes et auprès des entreprises pour les jeunes trouver leur entreprise et pour les entreprises leur trouver leurs candidats. C'est l'une de nos forces aujourd'hui par rapport à nos entreprises d'accueil aussi, et de leur proposer des candidats adaptés. Et toi, de ton côté, Hélène, j'aimerais que tu regardes la jeunesse de France dans les yeux et que tu lui dises pourquoi l'alternance. Parce que déjà, rien que sur un CV, quand on parle d'alternance, déjà, on a déjà une expérience professionnelle. Donc déjà, ça aide. On connaît le métier, on sait ce que c'est, même si ça reste 50% du temps en entreprise.
ça reste du temps d'entreprise. Après, au-delà de l'alternance, je dirais les filles, venez. Super, venez. Donc voilà, là, je crois que le message est passé. Du coup, on arrive à la fin de l'émission, mais vous pouvez continuer à poser toutes vos questions sur les formations, sur les diplômes aux conseillers qui sont là en ce moment et qui vous répondent. Les inscriptions sont en cours, donc rendez-vous sur le site de votre pôle formation. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de prochains rendez-vous de l'apprentissage sur d'autres métiers et d'autres formations industrielles. Merci à vous trois. Merci beaucoup. Et puis bonne fin de journée à tous et à très bientôt. Au revoir. Faire quelque chose de concret. Avoir un bon salaire. Travailler en équipe. Avoir des responsabilités. Être créatif. Avoir l'avenir qu'on imagine. C'est faire son choix. Viens découvrir les métiers de l'industrie Au pôle formation UIMM.